Le deuxième chapitre donc s'intéresse à la motricité digestive à proprement parler. Et donc dans un premier temps, je vous ferai un rappel sur la motricité digestive. Je vous parlerai des mécanismes d'action de la motricité digestive. Et puis ensuite, je vous parlerai de savoir comment on peut explorer la motricité digestive, notamment chez l'homme. Vous verrez qu'il y a essentiellement une grande technique qu'on appelle la manométrie. Et puis ensuite, nous aborderons la motricité digestive de chaque organe du tube digestif, chaque composant du tube digestif, à savoir la motricité œsophagienne, ce qu'on appelle la déglutition, ensuite la fonction motrice gastrique, ce qu'on appelle la vidange gastrique, puis la motricité de l'intestin grêle, avec notamment la composante que l'on appelle le complexe moteur migrant, qui est une caractéristique de la période interdigestive de la motricité de l'intestin grêle. Puis nous aborderons la motricité du côlon, qui est beaucoup plus complexe, et ensuite la motricité anorectale. Je vais vous détailler maintenant les trois principales méthodes d'étude de la motricité du tube digestif. Alors, au niveau du tube digestif, je vous ai rappelé l'anatomie. Il faut savoir qu'au niveau de l'histologie, vous avez plusieurs couches. Vous avez une muqueuse constituée d'un épithélium stratifié ou bien unicellulaire essentiellement. Vous avez la sous-muqueuse avec les fameux plexus de Meissner, les plexus sous-muqueux de Meissner dont je vous ai déjà parlé. Puis la musculeuse avec ses deux couches longitudinales externes et cette couche circulaire interne. Et entre ces deux couches, vous avez le plexus mi-entérique d'Auerbach. Et enfin, vous avez la séreuse. Le muscle digestif est essentiellement un muscle lisse, sauf au niveau du sphincter œsophagien supérieur, ou SOS, à la partie supérieure de l'œsophage, au niveau du 1/3 supérieur de l'œsophage, et au niveau du sphincter anal externe, ces trois parties étant non pas du muscle lisse, mais du muscle strié. Il y a également une deuxième caractéristique au niveau du muscle digestif, c'est la présence de nexus, qui sont ces petits ponts qui relient les fibres musculaires lisses entre elles et qui assurent une coordination entre ces cellules, c'est-à-dire un syncytium fonctionnel. Vous avez également comme particularité, au niveau du tube digestif, concernant la motricité, la présence de cellules interstitielles de Cajal ou Cajal. Ces cellules sont des cellules pacemakers qui interviennent dans le déclenchement des ondes lentes au niveau du muscle lisse de la couche circulaire interne. Vous pouvez voir au niveau de ce petit schéma que ces cellules sont au contact des cellules musculaires lisses et vont pouvoir ainsi les dépolariser. Au niveau du muscle lisse, vous avez également ce que l'on appelle une activité myogène inhérente ou une activité myogène intrinsèque qui fait que l'on parle de muscle lisse unitaire. C'est-à-dire que ce muscle est caractérisé par des ondes lentes que l'on appelle rythme électrique de base, REB, ou ECA, Electrical Control Activity en anglo-saxon. Ce rythme électrique de base, ou cet ECA, correspond à un potentiel de repos instable, sur lequel vont se greffer des potentiels de pointe qui vont assurer une contraction du muscle lisse digestif. Vous voyez sur ce petit schéma situé dessous qu'il y a un enregistrement des phénomènes électriques en haut et de façon coordonnée en face, si vous enregistrez les phénomènes mécaniques, en face des ondes lentes qui sont surchargées de potentiel d'action, eh bien vous avez des phénomènes de contraction mécanique. C'est ce qu'on appelle la coordination électromécanique. En remarque, il faut savoir que le muscle lisse de l'œsophage est un muscle lisse multi-unitaire, à la différence du restant du muscle lisse, c'est-à-dire que son potentiel de repos n'est pas instable, mais qu'il est stable. De la même façon, le muscle lisse de l'estomac proximal est également un muscle lisse multi-unitaire à potentiel de repos stable. Nous allons parler maintenant de l'innervation du tube digestif. Je vais vous détailler essentiellement ce que l'on appelle le système nerveux intrinsèque, qui est un système nerveux propre au tube digestif qui assure son autonomie. Et puis je parlerai également du système nerveux extrinsèque, constitué du système nerveux sympathique et parasympathique antagonistes, et qui font le relais entre le tube digestif et le système nerveux central. Vous avez trois méthodes d'étude de la motricité digestive. La première méthode est une méthode simple, qui est la méthode de transit, qui permet d'étudier le résultat final de la motricité. C'est par exemple ce que l'on appelle le test au rouge carmin, qui est un test qui consiste à donner deux gélules d'un colorant, le rouge carmin, et l'on va noter le temps
au moment où vous prenez ce rouge carmin et le temps auquel vous allez émettre par voie anale ce rouge carmin, c'est-à-dire que vous allez colorer vos selles en rouge. Et donc on va calculer le délai entre le moment où vous avez pris le rouge carmin et le temps où vous l'avez expulsé, ce qui nous donnera une idée du temps de transit global de la motricité digestive. C'est un test que l'on utilise classiquement dans l'étude des diarrhées, notamment des diarrhées motrices par accélération du transit. La deuxième méthode, qui est la méthode de référence, est la méthode manométrique. Elle étudie l'effet de la motricité sur la pression endoluminale, selon la loi de Laplace qui dit que la pression est égale au rapport de la tension sur le rayon. En cas de contraction du tube digestif, vous avez une augmentation de la tension, une diminution du rayon, et donc vous avez une augmentation de la pression. La mesure de la pression endoluminale reflète alors l'activité contractile du muscle digestif. Il y a plusieurs techniques pour étudier la méthode manométrique. La technique principale est d'utiliser des tubes ouverts et perfusés qui vont vous permettre d'enregistrer à différents niveaux la motricité digestive. C'est la méthode de référence chez l'homme et actuellement on utilise du matériel à usage unique. La troisième méthode est la méthode électromyographique, EMG en abrégé. Elle étudie l'activité électrique. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une corrélation électromécanique. Et donc l'activité électrique traduit l'activité mécanique. En fait, elle est surtout utilisée chez l'animal, où l'on implante des électrodes dans la paroi digestive de l'animal, et on peut donc enregistrer l'activité électromyographique. Le problème est d'utiliser du matériel à usage unique chez l'homme. Cette technique est essentiellement utilisée chez l'animal, mais très peu chez l'homme, voire plus du tout. Nous allons voir maintenant la déglutition, qui assure la propagation des aliments de la bouche dans l'estomac, et nous verrons les différents temps de la déglutition. La déglutition, c'est l'ensemble des phénomènes mécaniques qui conduit les aliments de la bouche à l'estomac. Vous avez trois étapes, une étape buccale, une deuxième étape pharyngée et une troisième étape œsophagienne. Le premier temps est donc buccal, il est volontaire ou involontaire. Au cours de ce temps, les aliments sont plaqués contre la paroi pharyngienne postérieure. Ensuite, vous avez un deuxième temps dit pharyngien, qui est un temps réflexe, au niveau de la muqueuse buccale pharyngienne. Au cours de ce temps, vous avez une ascension du larynx et une progression de l'onde descendante contractile pharyngienne. En même temps, vous avez une suspension de la respiration. La commande des temps 1 et 2, c'est-à-dire du temps buccal et du temps pharyngien, fait intervenir un centre situé au niveau bulbo-protubérantiel, des afférences constituées par les terminaisons nerveuses libres dans le palais, dans le pharynx, dans le larynx et dans l'œsophage. Ces informations sont véhiculées par le nerf maxillaire, le 5, le nerf glossopharyngien, le 9, et le nerf laryngé sub, branche du nerf pneumogastrique. Les efférences sont véhiculées par les nerfs 5, 7, qui est le facial, le 9 et le 10 essentiellement. Et vous avez également une action intercentrale, c'est-à-dire que la déglutition inhibe la mastication et la respiration. Je vous ai schématisé sur le petit schéma qui est à droite de l'image le centre de la déglutition au niveau bulbo-protubérantiel. Vous voyez que ce centre est également sous l'action d'un autre centre, comme le centre de la mastication ou le centre de la respiration. Et ce centre donc reçoit les afférences dont je vous ai parlé ci-dessus, du palais, du pharynx, du larynx et de l'œsophage, et les efférences sont véhiculées par le 5, le 7, le 9 et le 10. Le troisième temps est le temps œsophagien, c'est-à-dire, à proprement parler, la motricité œsophagienne. Sur le plan anatomique, vous avez au niveau de l'œsophage, à la partie haute supérieure, le sphincter œsophagien supérieur, ou SOS en abrégé, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est du muscle strié. Il est constitué par le muscle cricopharyngien. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'œsophage moyen, ou le corps de l'œsophage, qui est strié à sa partie supérieure, puis ensuite constitué de muscles lisses essentiellement. Enfin, à la partie basse de l'œsophage, vous avez le sphincter œsophagien inférieur, ou SOI,
qui est constitué uniquement de muscles lisses. L'innervation est différente suivant le niveau où l'on se situe. Au niveau du SOS, sphincter œsophagien supérieur, il s'agit d'une innervation somatique avec un seul neurone qui constitue la plaque motrice et le médiateur est l'acétylcholine libérée par le pneumogastrique. Au niveau du corps de l'œsophage, vous avez à la fois le système nerveux intrinsèque qui intervient avec plusieurs médiateurs comme l'acétylcholine, la noradrénaline, NA, le vasoactive intestinal peptide, VIP. Vous avez également le système nerveux extrinsèque avec le sympathique et le parasympathique, et en l'occurrence surtout le parasympathique et notamment le nerf pneumogastrique. Au niveau du sphincter œsophagien inférieur, c'est la même chose qu'au niveau du corps de l'œsophage. Si l'on regarde maintenant les phénomènes moteurs, suivant le niveau où vous vous situez, ils sont différents. C'est-à-dire que par exemple au niveau du sphincter œsophagien supérieur, SOS, vous avez une activité tonique qui assure une fermeture active. Vous avez une activité phasique qui assure une ouverture de 1 à 2 secondes avec un rebond de fermeture. La commande est centrale avec inhibition essentiellement. Au niveau du corps de l'œsophage, vous avez une activité tonique, passive, et une activité phasique caractérisée par des ondes péristaltiques que l'on appelle de type 1 et 2. Au niveau du sphincter œsophagien inférieur, vous avez une activité tonique de base de l'ordre de 2 à 3 kPa par comparaison aux autres chiffres que vous pouvez voir au-dessus. Et à ce niveau, vous avez ce que l'on appelle un point d'inversion de pression. C'est-à-dire que la pression dans l'estomac est plus faible que la pression au niveau du sphincter œsophagien inférieur. L'activité phasique, elle, est caractérisée par une relaxation du sphincter œsophagien inférieur. Si l'on regarde maintenant le contrôle des phénomènes moteurs, la connaissance de ce contrôle a essentiellement bénéficié de données expérimentales qui ont été réalisées sur un animal que l'on appelle l'opossum, qui a un œsophage très proche de l'œsophage humain. Au niveau du sphincter œsophagien supérieur, vous avez un influx nerveux permanent véhiculé par le 10. Au niveau du corps de l'œsophage, au niveau de sa partie striée, vous avez une organisation neuronale bulbaire stéréotypée qui est abolie par la vagotomie. Au niveau du corps œsophagien constitué de muscles lisses, vous n'avez pas d'activité myogène inhérente, comme je vous l'ai dit précédemment dans le rappel sur la motricité digestive. Son contrôle est donc purement nerveux. Si la vagotomie paralyse l'œsophage strié, elle n'abolit par contre pas le péristaltisme dans l'œsophage lisse. Quand je parle de péristaltisme, j'entends contraction propagée le long de l'œsophage vers le bas de l'œsophage et d'une manière générale vers le bas du tube digestif. On admet que la commande centrale joue un rôle déterminant dans l'initialisation de l'onde péristaltique de l'œsophage lisse, mais qu'elle n'est pas indispensable à son entretien. Le système nerveux intrinsèque peut induire une contraction péristaltique réflexe. Il existe donc un programmateur œsophagien destiné aux muscles lisses, mais il est normalement dominé par le programmateur bulbaire. Au niveau du sphincter œsophagien inférieur, vous avez une pression de fermeture qui est d'origine myogène, à la différence du corps de l'œsophage. Elle est modulée par des facteurs nerveux, à savoir que le parasympathique augmente le tonus de ce sphincter œsophagien inférieur, alors que le sympathique l'augmente de manière modérée. Au niveau de la relaxation du sphincter œsophagien inférieur, cette relaxation fait intervenir le 10, le nerf pneumogastrique, mais son contingent non adrénergique, non cholinergique, dont je vous ai parlé précédemment, et qui a une action inhibitrice. De même, le VIP, le vasoactive intestinal peptide, la cholécystokinine, CCK, le GIP, la somatostatine, les prostaglandines pour PG, les stéroïdes sexuels, la nicotine, les graisses, le thé, le café entraînent une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage. Nous allons voir maintenant quelques anomalies de la motricité au niveau de l'œsophage. Vous pouvez par exemple avoir au niveau du sphincter œsophagien supérieur des spasmes de ce sphincter. Il y a également des anomalies de ce sphincter au cours de la myasthénie et de la poliomyélite.
Au niveau du corps de l'œsophage, on observe parfois ce que l'on appelle des hypokinésies, c'est-à-dire des diminutions de la motricité, kinésie c'est motricité, notamment dans ce qu'on appelle la sclérodermie, qui est une maladie générale qui peut atteindre plusieurs organes. Vous pouvez voir des dyskinésies sous la forme de spasmes étagés, c'est-à-dire des contractions étagées non propulsives de l'œsophage. Et vous pouvez voir également des dyskinésies au cours d'une maladie qui s'appelle l'achalasie. On peut voir également des hyperkinésies, c'est-à-dire des augmentations de contraction, qui n'aboutissent pas forcément à une propagation de l'onde motrice. Et au niveau du sphincter œsophagien inférieur, vous pouvez voir parfois des absences de relaxation de ce sphincter, notamment au cours de l'achalasie. Il faut savoir qu'au niveau du sphincter œsophagien inférieur, ce sphincter est un facteur anti-reflux, c'est-à-dire qu'il s'oppose au reflux gastro-œsophagien, RGO en abrégé. Il existe une relation entre la pression du sphincter inférieur d'œsophage et le reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien est caractérisé notamment par des brûlures derrière la poitrine, derrière le sternum, et en général, c'est une chute de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage qui favorise ces reflux d'acidité de l'estomac dans l'œsophage. L'efficacité du sphincter inférieur de l'œsophage dépend également de la position du hiatus diaphragmatique. Comment on peut explorer la motricité de l'œsophage? Essentiellement par manométrie, avec les tubes ouverts et perfusés dont je vous ai parlé, et accessoirement par scintigraphie. Mais la méthode clé, c'est la manométrie que l'on appelle manométrie œsophagienne. Ce schéma vous illustre les troubles moteurs œsophagiens, par exemple dans la sclérodermie dont je vous ai parlé, qui est une maladie que l'on appelle systémique, c'est-à-dire qu'elle atteint plusieurs organes, le tube digestif, les poumons, la peau, etc. Sur le schéma de gauche, où est écrit normal, vous avez un enregistrement de la motricité œsophagienne, ce qu'on appelle une manométrie œsophagienne, par des cathéters ouverts et perfusés qui sont matérialisés par ces petits cercles. Et donc vous pouvez enregistrer, grâce à ces cathéters ouverts et perfusés, la motricité œsophagienne à différents niveaux. Vous pouvez voir que lorsque l'on fait une manométrie œsophagienne, on instille dans la bouche un peu de liquide et vous avalez ce liquide et vous allez avoir des contractions au niveau de votre œsophage qui sont matérialisées par ces ondes que vous pouvez voir et qui se décalent dans le temps et qui se propagent de haut en bas. Et vous voyez qu'au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, eh bien, lorsque vous avalez, vous avez une relaxation de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Dans la sclérodermie, sur le schéma de droite, vous pouvez voir que vous avez quelques ondes contractiles en haut de l'œsophage. Par contre, vous n'avez aucune onde contractile et qui se propage au bas de l'œsophage. La pression du sphincter œsophagien inférieur est basse. C'est ce qui favorise d'ailleurs chez ces patients un reflux d'acidité de l'estomac dans l'œsophage. Et très souvent, ces patients ont des reflux gastro-œsophagiens acides importants qui vont entraîner des lésions de leur œsophage et entraîner notamment ce qu'on appelle une œsophagite qu'il faudra traiter par des antisécrétoires gastriques. Si vous regardez maintenant les troubles moteurs œsophagiens dans les spasmes diffus. Donc sur la gauche, vous avez un schéma normal, une motricité normale, comme nous l'avons vu auparavant, avec des ondes contractiles qui se propagent, et vous voyez qu'ils sont décalés dans le temps. Et puis, vous avez une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage avec cette courbe matérialisée vers le bas. Au contraire, vous pouvez voir sur le schéma de droite, en cas de spasme œsophagien diffus, vous avez des contractions anarchiques importantes qui ne se propagent pas. Si l'on regarde maintenant sur ce schéma les troubles moteurs œsophagiens dans l'achalasie. Au cours de l'achalasie, c'est une maladie qui est caractérisée par une augmentation de pression du sphincter inférieur de l'œsophage, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, où vous pouvez voir que le niveau de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage est beaucoup plus élevé que sur le schéma de gauche, qui est l'enregistrement normal. De la même façon, dans l'achalasie, dans la mesure où vous avez une hyperpression au niveau du bas de l'œsophage, au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, l'œsophage qui est situé au-dessus va lutter pour franchir cette zone de haute pression, et puis au bout d'un moment, il va s'essouffler, il va se fatiguer, et vous pouvez voir que les ondes de contraction sont toutes petites, c'est-à-dire que dans l'achalasie, vous avez des contractions pratiquement inexistantes du corps de l'œsophage. Je vais vous parler maintenant de la motricité gastrique,
puisque l'estomac a une double fonction de sécrétion d'acidité gastrique et une fonction motrice dont le but est d'assurer la trituration des aliments pour réduire la taille des aliments et les délivrer au niveau du duodénum. En ce qui concerne la motricité gastrique, il faut savoir que l'estomac a une fonction à la fois acido-sécrétrice, l'estomac sécrète de l'acidité, et il assure la vidange de l'estomac. L'estomac assure donc la distribution régulière des aliments à l'intestin grêle. Il assure un débit calorique stable et constant de l'ordre de 2 à 3 kcal par minute. Au niveau du muscle gastrique, à la différence du reste du tube digestif, vous avez non pas 2 mais 3 couches musculaires. Vous retrouvez la couche longitudinale externe, la circulaire devient intermédiaire, et il y a également une couche oblique interne. Concernant l'innervation, vous retrouvez les fameux plexus intrinsèques, les plexus nerveux, sous-muqueux de Meissner et myentérique d'Auerbach. Vous retrouvez également le système nerveux extrinsèque avec ses efférences et ses afférences. Si l'on regarde maintenant l'activité électrique ou activité myogène au niveau de l'estomac. L'activité électrique est caractérisée par des potentiels à plateau, que l'on appelle ondes lentes, qui n'existent pas dans l'estomac proximal, comme je vous en avais parlé dans le rappel sur la motricité digestive. L'origine se fait au niveau de ce qu'on appelle un pacemaker, qui est situé à la jonction 1 tiers supérieur, 2 tiers inférieur de la grande courbure de l'estomac, comme vous pouvez le voir sur le schéma de l'estomac matérialisé ici. Les plateaux surchargés d'oscillations rapides assurent une activité contractile, située au niveau de l'antre, et cette activité augmente quand on se rapproche du pylore, le pylore étant la jonction entre l'estomac et le duodénum. Il y a des variations physiologiques de cette activité à jeun et après le repas. À jeun, vous pouvez observer au niveau de l'estomac ce que l'on appelle le complexe moteur ou myoélectrique migrant, CMM en abrégé. On en reparlera également au niveau de la motricité de l'intestin grêle. Ce CMM est constitué de 3 phases, une phase 1, une phase 2 et une phase 3 que je détaillerai essentiellement lorsque l'on parlera de la motricité de l'intestin grêle. La périodicité chez l'homme est de l'ordre de 90 à 120 minutes, alors que chez le rat, elle est beaucoup plus courte, de l'ordre de 15 minutes. Après le repas, il y a une interruption de ce complexe moteur migrant qui est remplacée par une phase 2-like, c'est-à-dire une phase d'activité irrégulière. Et il y a une coordination électrique gastro-duodénale qui est essentiellement sous la dépendance du système nerveux intrinsèque. Si l'on regarde maintenant l'activité mécanique, au niveau de l'estomac proximal, qui comprend le fundus et la partie haute du corps de l'estomac, vous n'avez pas d'activité péristaltique. Vous avez ce que l'on appelle une relaxation réceptrice ou une adaptation, c'est-à-dire que l'estomac s'adapte et se relaxe lorsque les aliments arrivent à son niveau. Cette activité de relaxation réceptrice et d'adaptation est véhiculée par le nerf pneumogastrique et essentiellement son contingent non adrénergique, non cholinergique, dont le médiateur chimique est le VIP et le NO. Au niveau de l'estomac distal, vous avez par contre un péristaltisme avec différents types d'ondes péristaltiques qui sont caractérisées par des ondes propulsives à raison de 3 ondes péristaltiques propulsives par minute. Suivant le type, on détermine un type 1, 2 ou 3, suivant l'amplitude, qu'elle soit faible, non propulsive ou qu'il y ait des contractions toniques. Mais rappelez-vous surtout, ce qui est important, c'est que c'est ce qu'on appelle ces ondes propulsives qui vont propager les aliments vers le bas de l'estomac, vers le pylore. Le pylore, il régule la livraison de chymes, c'est-à-dire des aliments, à l'intestin grêle. C'est un facteur anti-reflux duodénogastrique. De la même façon qu'il y a un reflux gastro-œsophagien de l'estomac vers l'œsophage, il a été décrit ce que l'on appelle un reflux duodénogastrique, c'est-à-dire un reflux décomposé situé dans le duodénum vers l'estomac. Ce pylore, il assure une réplétion gastrique, c'est-à-dire ce que l'on appelle un moulin antral, c'est-à-dire que les aliments vont être broyés au niveau de l'estomac, principalement dans l'antre, un peu comme un moulin à café,
Et tant que ces aliments n'ont pas atteint un certain degré de taille, de composés chimiques, etc., eh bien, le pylore va rester fermé, ne va pas délivrer les aliments au niveau du duodénum. Lorsque la vidange gastrique est achevée, au niveau du pylore, vous avez une pression de fermeture qui est faible. Et à jeun, en dehors des repas, c'est-à-dire quand vous avez ce fameux complexe moteur migrant, eh bien, le pylore a une activité variable suivant la phase de ce complexe moteur migrant. C'est-à-dire que pendant la phase 2, eh bien, le pylore est fermé, et pendant la phase 3, le pylore est ouvert. Vous avez sur ce schéma une matérialisation des ondes de contraction au niveau de l'estomac. Vous pouvez voir que vous avez notamment cette activité dont je vous ai parlé de relaxation réceptive sur le schéma numéro 1. Sur le schéma numéro 2, vous pouvez voir des ondes péristaltiques dont le but est de broyer les aliments tout en amenant les aliments vers la partie terminale de l'estomac. Et vous avez donc ce fameux moulin antral, c'est-à-dire comme un moulin à café, c'est-à-dire que les aliments sont broyés jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite taille pour qu'ils franchissent ensuite le pylore, comme vous pouvez le voir sur le schéma numéro 3. Sur le graphe numéro 4, vous avez une idée, une représentation de la vidange de l'estomac, avec des temps d'évacuation de la vidange gastrique. Si l'on regarde maintenant la vidange gastrique, ou VG, concernant les données physiologiques. Cette vidange gastrique, elle débute quelques minutes après le début du repas. Le débit dépend de la coordination entre l'antre, le pylore et le duodénum, ce que l'on appelle la coordination antro-pyloro-duodénale. La vidange des solides, S en abrégé, dépend classiquement du péristaltisme antral. Alors qu'on dit que la vidange des liquides, L en abrégé, dépend d'un gradient de pression entre l'estomac proximal, la partie haute de l'estomac, et le duodénum. En pathologie, à une époque où l'on faisait des vagotomies pour traiter les ulcères, par exemple, de l'estomac, eh bien, on sait que la vagotomie accélère la vidange des liquides. Il faut savoir que la vidange gastrique n'est pas quelque chose de rapide. La durée, comme vous pouvez le voir, est de l'ordre de 4 heures. Il s'agit donc d'un phénomène lent, en sachant que la vidange gastrique des liquides est plus rapide que la vidange gastrique des solides. Quels sont les facteurs qui modifient la vidange gastrique? La position allongée augmente la durée de la vidange gastrique. Il y a une variation circadienne de la vidange gastrique qui est plus rapide le matin que le soir. La vidange gastrique dépend également de la composition du repas. Des aliments gras, par exemple, ralentissent la vidange gastrique. La vidange gastrique dépend également du volume du repas. La durée de la vidange gastrique augmente avec le volume du repas. Elle dépend également de la composition du chyme gastrique. La pression, notamment, elle dépend de la pression osmotique. C'est la règle de l'isotonie, c'est-à-dire que tant que le contenu gastrique est hypertonique, eh bien ce contenu ne sera pas délivré au niveau du duodénum. L'acidité, par exemple, ralentit la vidange gastrique. Il y a également un rôle du glucose, des protéines et des graisses, comme je vous l'ai dit précédemment, dans la vidange gastrique. La taille des aliments, ceci rejoint le volume du repas, la durée de la vidange gastrique augmente avec la taille des aliments. La viscosité ralentit la vidange gastrique. On sait également que des facteurs psychoaffectifs, tels que le stress, ralentissent la vidange gastrique. Enfin, il semble que, en fonction de l'âge, l'âge ralentit la vidange gastrique des liquides. Il y a eu également des études concernant le sexe, la surface et le poids corporel, mais les données sont assez contradictoires. Concernant maintenant les théories de la vidange gastrique, il y a en fait 3 théories de la vidange gastrique. La première théorie, que l'on appelle la théorie du double composant, dont je vous ai parlé un peu auparavant, dit que la région proximale de l'estomac est responsable de la vidange des liquides, alors que la région distale, ou l'antre, est responsable de la vidange des solides. La deuxième théorie est la théorie multicomposante, qui fait intervenir la tonicité de l'estomac proximal, la contractilité antrale et la coordination entre l'estomac et le duodénum, la coordination gastro-duodénale.
Enfin, il y a une troisième théorie que l'on appelle la théorie hydrodynamique qui fait intervenir également la viscosité, comme on l'a vu, et également la gravité. En fait, il est probable qu'en temps normal, toutes ces théories interviennent. Il n'y a pas une seule théorie qui est vraie. Si l'on regarde maintenant le contrôle de la motricité gastrique, ce contrôle s'effectue au niveau myogénique, au niveau des potentiels à plateau. Vous avez des agents qui interviennent, notamment des agents neurocrines, endocrines et paracrines. Par exemple, l'acétylcholine, la gastrine augmentent la durée et l'amplitude des potentiels à plateau, augmentent la durée et la puissance des contractions. La sécrétine, la noradrénaline, la neurotensine ont au contraire un effet inhibiteur. Le VIP, vasoactive intestinal peptine, a également un effet inhibiteur. La bombésine, les encéphalines, la substance P ont un effet au contraire stimulant. Au niveau nerveux, vous retrouvez donc la commande parasympathique et la commande sympathique. En ce qui concerne la commande parasympathique, notamment le nerf pneumogastrique ou 10, on sait que la stimulation du 10, du nerf vague, entraîne une contraction tonique de l'estomac proximal, alors qu'elle déclenche un péristaltisme antral. Si maintenant vous stimulez le nerf pneumogastrique tout en donnant de l'atropine qui inhibe la transmission cholinergique, eh bien vous observez une relaxation de l'estomac proximal. À une époque où l'on faisait des vagotomies pour traiter l'ulcère de l'estomac, il y avait plusieurs types de vagotomies, des vagotomies tronculaires, sélectives ou suprasélectives, selon que l'on coupait des fibres du nerf pneumogastrique de plus en plus sélectives à destinée de l'estomac. Lorsque l'on faisait une vagotomie tronculaire, on coupait le nerf vague à son émergence sous le diaphragme, et en l'occurrence, cette vagotomie tronculaire entraînait une diminution de la vidange gastrique. Même chose lorsque l'on faisait une vagotomie sélective, c'est-à-dire que l'on coupait la branche gastrique du nerf pneumogastrique. On avait également une stase de l'estomac, ce qui nécessitait un drainage. Au contraire, lorsque l'on faisait une vagotomie que l'on appelait suprasélective, c'est-à-dire que l'on coupait uniquement les rameaux à destinée acido-sécrétrice, c'est-à-dire les rameaux qui innervaient la partie haute de l'estomac, là où il y a les cellules qui sécrètent l'acidité, eh bien, on n'avait pas de stase car on laissait intacte la partie du pneumogastrique qui assurait la vidange de l'estomac et la relaxation du pylore. Si l'on regarde maintenant le sympathique, il a une action relaxatrice de l'estomac proximal, et au niveau de l'antre, il a un effet moins net, indirect, par action inhibitrice sur le pneumogastrique. Il diminue le péristaltisme. Vous avez également ce que l'on appelle les réflexes gastro-intestinaux. Vous avez plusieurs types de réflexes, les réflexes duodénogastriques, les réflexes phundo-antral, gastro-entériques, intestino-gastriques. Les réflexes duodénogastriques, ce sont des réflexes qui font intervenir des chémorécepteurs, c'est-à-dire que par exemple l'arrivée d'aliments au niveau du duodénum va modifier la motricité de l'estomac. Au sein même de l'estomac, vous avez ce que l'on appelle des réflexes phundo-antral, c'est-à-dire que ce sont des réflexes entre la partie haute de l'estomac, le fundus, et la partie basse, l'antre, qui font intervenir des mécanorécepteurs. Vous avez également ce que l'on appelle des réflexes gastro-entériques entre l'estomac et l'intestin, où interviennent des mécanorécepteurs. Et puis vous avez également des réflexes entre l'intestin et l'estomac. Par exemple, si vous distendez l'intestin, vous allez inhiber la vidange de l'estomac. Ceci fait intervenir également des mécanorécepteurs. Le contrôle hormonal, le problème est toujours le suivant. Est-ce que lorsque l'on injecte une hormone chez l'animal, par exemple, est-ce que l'on a un effet pharmacologique ou un effet physiologique? L'effet pharmacologique est bien sûr différent de l'effet physiologique. Au niveau de l'estomac proximal, eh bien, vous avez une diminution de la pression et une augmentation de la capacité du réservoir. Toutes les hormones testées, gastrine, choléstokinine, VIP, somatostatine, sécrétine, etc., ont ces effets. Au niveau du pylore, on observe une contraction. Au niveau de l'antre, la gastrine et la cholécystokinine augmentent le péristaltisme. On pense que cette action est plutôt de type physiologique et non pas pharmacologique.
Le VIP, la sécrétine, le glucagon, le GIP diminuent le péristaltisme. La motiline, dont je vous ai parlé, qui est libérée par les cellules grand M petit o, elle induit des complexes moteurs migrants. La neurotensine aurait un effet inhibiteur. Mais globalement, en ce qui concerne cette régulation hormonale, il faut être très prudent, puisqu'on discute toujours un effet pharmacologique et non pas physiologique. Nous allons parler maintenant du vomissement. Le vomissement fait intervenir des phénomènes mécaniques, des centres et des afférences et des efférences. Au cours du vomissement, le contenu intestinal va aller non pas vers le bas, mais va remonter dans l'estomac. Vous avez au cours du vomissement une contraction antrale, vous avez un relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage et de l'œsophage, une contraction du diaphragme et des muscles abdominaux, une inspiration profonde et une fermeture de la glotte, de façon à éviter que les vomissements aillent non pas vers l'extérieur, mais dans les poumons. Les centres sont situés au niveau du bulbe, et les afférences et les efférences sont véhiculées par le nerf pneumogastrique. Concernant l'étude de la vidange gastrique, vous avez plusieurs méthodes d'étude de la vidange gastrique. Une méthode ancienne qui était la méthode radiologique, où l'on utilisait ce que l'on appelait le transit œso-gastro-duodénal, TOGD, où l'on donnait de la barite, qui est un produit qui est opaque au rayon. Le patient avalait cette barite et on faisait plusieurs radios pour voir la propagation de cette barite le long de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. C'est un examen que l'on n'utilise pratiquement plus actuellement et qui a été relayé dans un deuxième temps par l'échographie, mais l'échographie étudie surtout la vidange gastrique des liquides et pas la vidange gastrique des solides. La meilleure technique de référence est la technique scintigraphique. Dans cette technique, on utilise un repas mixte solide-liquide, on marque les solides avec un émetteur gamma qui est du technétium 99M, et on marque les liquides avec un autre émetteur gamma qui est de l'indium 111 DTPA, et on va utiliser une gamma caméra pour étudier l'évacuation de ces deux marqueurs au niveau de l'estomac dans le temps. Voici sur ce schéma un exemple de vidange gastrique. Vous pouvez voir en jaune la vidange des liquides, la vidange d'éléments semi-solides et la vidange d'un repas solide. Et vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit précédemment, que la vidange des liquides est plus rapide que la vidange des semi-solides ou des solides. En ce qui concerne la vidange des solides, vous pouvez voir qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un certain délai avant qu'il y ait la vidange des solides, ce que l'on appelle en anglais la lag phase. Ce que l'on étudie quand on fait la vidange gastrique, on étudie le temps de demi-évacuation des liquides et des solides, c'est-à-dire le temps au bout duquel 50% des liquides et 50% des solides se sont évacués. Il en a bien entendu des normes chez des sujets témoins, et ce qui va nous servir pour étudier la vidange de l'estomac chez des sujets pathologiques, par exemple des patients qui ont une vagotomie, des patients qui ont un diabète avec un retentissement sur l'estomac. Souvent le diabétique a ce qu'on appelle une gastroparésie, c'est-à-dire un ralentissement de la vidange de l'estomac. Nous allons parler maintenant de la motricité de l'intestin grêle. Cette motricité est importante puisqu'elle assure le contact des aliments avec les cellules qui assurent la réabsorption des aliments au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle assure trois fonctions. La première fonction est le mélange des aliments avec les sécrétions digestives. Il facilite également le contact du chyme avec la muqueuse digestive et il assure la propulsion du contenu intestinal dans le sens aboral. Quand on parle de sens aboral, c'est-à-dire de la bouche vers l'extrémité distale, vers l'anus. Si vous regardez maintenant l'organisation de l'activité motrice, il y a deux phases, la période interdigestive, c'est-à-dire à jeun, dont je vous ai parlé au niveau de l'estomac, avec ce fameux complexe moteur migrant, qui est constitué de trois phases. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma matérialise le complexe moteur migrant qui a été enregistré ici chez l'animal par la présence d'électrodes dans la paroi gastro-duodénale. Lorsque vous enregistrez l'activité myoélectrique en l'occurrence, qui est équivalente à l'activité mécanique, eh bien vous observez ces différents tracés de haut en bas, avec une phase 1 où vous avez très peu d'activité,
une phase 2 où vous avez une activité irrégulière, et la phase 3 du complexe moteur migrant est la phase la plus typique, comme vous pouvez le voir, avec cette activité régulière très soutenue qui est propagée le long de l'estomac et du duodénum en l'occurrence. Si vous intégrez cette activité, vous pouvez voir sur le schéma du bas que la phase 1 est plate, la phase 2 constitue ce petit rectangle allongé et la phase 3 se pique, cette petite barre, car l'activité est régulière et soutenue. Et ensuite vous avez à nouveau une phase 1, une phase 2, une phase 3, etc. La périodicité du complexe moteur migrant est déterminée entre la fin de 2 phases 3 consécutives. En effet, ce sont ces phases 3 que l'on reconnaît le mieux lorsque l'on fait un tracé d'enregistrement de la motricité de l'intestin grêle. La phase 1 dure en moyenne 35 à 65 minutes. C'est une phase de repos, de quiescence. Il n'y a pas d'activité contractile. Et sur l'électromyogramme, seules les ondes lentes sont présentes. La phase 2 dure environ 25 à 60 minutes, donc une durée à peu près équivalente à la phase 1. Elle est caractérisée par une activité irrégulière et une apparition très irrégulière de potentiels d'action qui viennent surcharger les ondes lentes. Les contractions sont irrégulières et propagées. La phase 3 est la phase la plus typique du complexe moteur migrant. C'est la phase que vous reconnaissez le plus quand vous regardez un tracé d'enregistrement du complexe moteur migrant. Donc c'est la plus typique, la plus brève également. Vous pouvez voir qu'elle dure 5 à 10 minutes versus 35 à 65 minutes ou 25 à 60 minutes pour la phase 1 ou la phase 2 respectivement. Elle est caractérisée par une période d'activité régulière. Chaque onde lente est porteuse de potentiel d'action, de bouffées de contraction propagées. Quel est le rôle fonctionnel du complexe moteur migrant? Eh bien, ce complexe moteur migrant contribue à débarrasser l'intestin des particules alimentaires qui n'ont pas été digérées, des sécrétions digestives qui n'ont pas été réabsorbées, et des bactéries qui ont résisté à l'action de l'acidité gastrique et des sels biliaires. En pathologie, on peut observer des anomalies du complexe moteur migrant au cours de la sclérodermie dont je vous ai parlé ou du diabète. Ces anomalies vont favoriser ce que l'on appelle la pullulation microbienne de l'intestin grêle. En effet, nous avons au niveau de notre intestin grêle des bactéries qui nous servent. En cas de trouble de la motricité, ces bactéries vont pulluler et pouvoir entraîner des anomalies de l'absorption, de la digestion, voire des diarrhées. En période postprandiale, c'est-à-dire après un repas, eh bien, dès que vous avez mangé, vous avez une interruption de ce complexe moteur migrant, c'est-à-dire que vous n'avez plus ces phases 1, 2, 3 successives que vous reconnaissez facilement sur un tracé. Vous avez ce que l'on appelle une phase 2-like, c'est-à-dire une phase d'activité irrégulière qui ressemble à la phase 2 du complexe moteur migrant. C'est une phase d'activité segmentaire de mixage qui favorise le contact des aliments et d'activité péristaltique qui assure une propulsion aborale. Si l'on regarde maintenant la régulation de la motricité de l'intestin grêle, à chaque fois vous avez une activité myogène, vous avez une action du système nerveux et vous avez une action hormonale. Au niveau myogène, vous avez au niveau de l'intestin grêle des ondes lentes dont la fréquence diminue du duodénum à l'iléon, c'est-à-dire à la fin de l'intestin grêle. Le contrôle nerveux fait intervenir le système nerveux intrinsèque. La segmentation est sous la dépendance de la couche musculaire circulaire. Le péristaltisme, lui, fait intervenir les deux couches circulaires et longitudinales. Par exemple, au cours de l'illus paralytique, quand vous avez une paralysie de la motricité, eh bien, c'est une paralysie qui fait intervenir ce système nerveux intrinsèque. Le système nerveux extrinsèque, vous retrouvez là le parasympathique excitateur, le sympathique inhibiteur, et les réflexes extrinsèques, qui sont souvent inhibiteurs, sont sous la dépendance de ce système nerveux extrinsèque. Par exemple, lorsque vous faites une distension ou un étirement du tube digestif, eh bien, l'information est véhiculée par les nerfs splanchniques qui vont, par voie réflexe, inhiber la motricité. Si l'on regarde maintenant le contrôle hormonal, on sait que la motiline, qui est libérée par les cellules grand M petit o, eh bien cette motiline initie
des complexes moteurs migrants à la partie haute de l'estomac du duodénum. Vous avez sur ce schéma une représentation du complexe moteur migrant sur le schéma du bas et vous pouvez reconnaître la phase 1 d'activité plate, la phase 2 d'activité irrégulière et cette fameuse phase 3 qui se propage de haut en bas le long de l'intestin grêle. Eh bien, si vous enregistrez au niveau sanguin la concentration plasmatique en motiline, eh bien, vous pouvez voir que vous avez une relation entre la concentration plasmatique de motiline et le complexe moteur migrant. Nous allons voir maintenant la motricité colique. Le côlon est un organe qui est difficile d'accès sur le plan de l'étude de sa motricité, et vous allez voir que sa motricité est essentiellement stimulée après un repas. Le côlon a 3 fonctions. Une fonction d'activité de mélange qui favorise la réabsorption d'eau et de sodium, une activité propulsive et une activité de stockage temporaire des fécès entre les défécations. Il faut savoir que c'est un organe qui est peu accessible à l'étude de la motricité et on peut étudier sa motricité soit par électromyographie, mais ça c'est plutôt chez l'animal, et ça se faisait auparavant chez l'homme, et actuellement la méthode de référence est la manométrie colique, au même titre que je vous ai parlé de la manométrie œsophagienne. Et bien entendu, ça relève de centres spécialisés. Si l'on regarde maintenant l'organisation de l'activité motrice au niveau du côlon, eh bien il faut distinguer une période à jeun, au cours de laquelle vous avez une activité complètement aléatoire, avec des périodes de silence notamment, où vous n'avez pas d'activité motrice. Et puis parfois, vous avez des bouffées de contraction segmentaires, mais qui ne sont pas propulsives. Par contre, lorsque vous considérez la période postprandiale, c'est-à-dire la période après un repas, eh bien on observe une augmentation très nette de la motricité au niveau colique, avec un aspect de segmentation et un aspect de péristaltisme qui entraîne notamment ce que l'on appelle la défécation postprandiale, c'est-à-dire que souvent on constate que l'on a envie, par exemple, d'aller à la selle après un repas. Pourquoi? Parce que vous avez une augmentation de la motricité colique. Et notamment, vous avez ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique, c'est-à-dire que c'est l'arrivée des aliments dans l'estomac qui va stimuler par voie nerveuse réflexe la motricité colique. C'est ce que l'on appelle la réponse colique postprandiale ou la réponse colique au repas. Si vous regardez l'activité motrice du côlon sur le nictémère, eh bien, pendant la nuit, le côlon reste silencieux, il y a très peu de motricité, et puis vers 5 heures du matin, vous avez un pic d'activité segmentaire et péristaltique, puis dans la matinée, à nouveau, vous avez une activité modérée segmentaire, et puis après le repas de midi, eh bien, comme je vous l'ai dit au-dessus, un pic d'activité motrice qui dure environ 2 heures. De nouveau, dans l'après-midi, c'est la même chose que dans la matinée, c'est-à-dire peu d'activité. Et puis, après le repas du soir, eh bien, c'est la même chose qu'au moment du repas de midi, avec de nouveau une augmentation de la motricité. Si l'on étudie maintenant la régulation de la motricité, vous avez à chaque fois une activité myogène, une régulation myogène, une régulation nerveuse et une régulation hormonale. Au niveau du côlon, si l'on regarde l'activité myogène, vous avez des ondes lentes, avec un gradient de fréquence aboral-oral. C'est une particularité du côlon. Ensuite, vous avez une activité électrique rapide avec ce que l'on appelle des SSB ou Short Spike Burst en anglais, avec des activités qui durent de l'ordre de 1,5 à 3 secondes. Et puis vous avez des activités plus longues que l'on appelle les LSB ou Long Spike Burst qui durent environ 10 à 20 secondes. Vous pouvez voir sur le petit schéma au-dessous qui correspond à un enregistrement électromyographique du côlon descendant chez l'homme, au niveau de plusieurs enregistrements, E1, E2 et E3, en allant vers le bas, vous pouvez voir ces activités de SSB et de LSB qui sont matérialisées par ces petits bouffées électriques. La régulation nerveuse, elle fait intervenir le système nerveux intrinsèque qui est responsable des phénomènes de segmentation et des phénomènes de péristaltisme, et puis à chaque fois se greffe le système nerveux extrinsèque, le système nerveux autonome, sympathique-parasympathique, avec un parasympathique qui, comme je vous l'ai dit, est souvent excitateur, en sachant que le nerf pneumogastrique innerve l'ensemble du côlon jusqu'au côlon proximal, et le nerf pelvien, lui, innerve le reste du côlon, notamment le côlon descendant.
Le sympathique, lui, est inhibiteur. Et de la même façon que je vous en ai parlé au niveau de l'estomac, vous avez ce qu'on appelle des réflexes extrinsèques qui peuvent être activateurs ou inhibiteurs de la motricité. Vous avez des réflexes intestinocoliques qui sont plutôt inhibiteurs, des réflexes colocoliques qui sont plutôt inhibiteurs, et également des réflexes colocoliques qui sont excitateurs. La régulation hormonale est controversée, puisque, comme je vous l'ai dit au moment du chapitre sur l'estomac, je vous ai dit que parfois on ne savait pas si l'action hormonale était pharmacologique ou physiologique. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en ce qui concerne la gastrine G ou la cholécystokinine CCK, eh bien, elles ont un rôle physiologique excitateur de la motricité colique. Nous allons finir maintenant l'étude de la motricité par l'étude de la défécation et de la continence recto-anale. Sur cette diapositive, vous avez un schéma de la charnière anorectale. Il s'agit d'une vue antéro-postérieure avec le pubis à droite, le coccyx à gauche. Vous pouvez voir le rectum et l'anus avec l'angle anorectal. Vous avez une représentation du sphincter interne et du sphincter externe et du faisceau puborectal. Ce schéma représente l'innervation de la charnière anorectale. Vous avez le rectum, l'anus, et vous pouvez voir tout en haut la moelle lombaire avec le ganglion et les nerfs hypogastriques, c'est-à-dire que vous avez un premier neurone qui part de la moelle lombaire, qui s'articule avec un ganglion hypogastrique pour former le nerf hypogastrique, qui va innerver le rectum et le canal anal. Il est inhibiteur au niveau du rectum et excitateur au niveau du canal anal. Dessous, vous avez le nerf pelvien avec un premier neurone parasympathique qui part de la moelle sacrée et qui va s'articuler avec un deuxième neurone parasympathique qui, lui, est dans le système nerveux intrinsèque et qui va innerver le rectum où il est excitateur et innerver également le canal anal où il est inhibiteur. Donc vous pouvez voir sur ce schéma qu'il existe un effet antagoniste du sympathique en haut sur le schéma et du parasympathique représenté au niveau de la moelle sacrée qui sont classiquement antagonistes comme je vous l'ai dit. Et puis à côté de cela, vous avez le nerf honteux, numéro 3, qui innerve le sphincter anal et notamment le sphincter externe qui est un muscle strié. Vous avez en sens inverse des rameaux sensitifs qui partent du rectum et qui remontent en sens inverse vers la moelle sacrée et inversement à partir du sphincter externe strié. Si vous regardez maintenant le mécanisme de la continence, au repos, vous avez au niveau du canal anal une zone de haute pression de l'ordre de 5 à 9 kPa qui est assurée par la contraction du sphincter interne. Au contraire, vous pouvez voir qu'au niveau du rectum, la pression est plus basse. Le tonus du sphincter interne est dû à une activité myogène, c'est du muscle lisse. Il y a également une activité qui relève de l'innervation extrinsèque, avec notamment les nerfs hypogastriques dont je vous ai parlé sur la diapositive précédente, et les racines rachidiennes sacrées. Le tonus sphinctérien est entretenu automatiquement par un réflexe spinal. Le tonus du sphincter externe et du releveur de l'anus est sous la dépendance des motoneurones somatiques sacrés, comme je vous l'ai montré sur le schéma précédent. Si l'on regarde maintenant la posture et l'activité au niveau de la charnière anorectale, toute augmentation de pression abdominale est transmise au rectum. Il va se produire à ce moment-là une contraction réflexe du sphincter externe et du releveur de l'anus. Une exception, c'est la manœuvre de Valsalva, expiration à glotte fermée, qui ne suit pas ce mécanisme. Ceci est un réflexe spinal. Je vous ai mis en remarque constipation dyschésique. Au cours de la constipation dyschésique, vous avez une absence de relaxation à la poussée volontaire, c'est ce qu'on appelle l'anisme. Une particularité au niveau du rectum, c'est l'adaptabilité rectale ou la capacitance. C'est-à-dire que vous avez au niveau du rectum une relation tension-volume qui est non linéaire, c'est-à-dire que le rectum peut adapter un volume important sous faible pression. C'est une propriété qui est d'origine myogène, donc due aux muscles lisses.
Il faut savoir qu'en cas d'incontinence, eh bien, vous avez une diminution de cette fonction de capacitance, vous avez une réduction de la fonction réservoir, et en cas d'incontinence, les gens ont du mal à retenir leur selle. Une autre particularité au niveau de la charnière anorectale, c'est ce qu'on appelle les réflexes recto-sphinctériens. C'est-à-dire que lorsque vous faites une distension brève du rectum avec par exemple 5 à 40 ml d'air, eh bien vous allez avoir plusieurs réflexes. Vous allez avoir un réflexe recto-rectal, 3 fois R, où vous avez une contraction rectale propulsive. Ensuite, vous avez un réflexe recto-anal inhibiteur, RRAI, qui est dû au sphincter interne, et un réflexe recto-anal excitateur, RRAE, dû au sphincter externe. Ces réflexes persistent chez l'homme spinal et disparaissent après anesthésie de la muqueuse rectale. Une particularité au niveau du rectum, c'est ce qu'on appelle le volume tolérable maximal, c'est-à-dire le volume maximal que peut supporter, tolérer votre rectum. Il est en général de 300 ml. Arrivé à ce volume, eh bien, vous avez à la fois une relaxation du sphincter interne et du sphincter externe qui vont favoriser la défécation. La voie afférente est véhiculée par le nerf pelvien, la voie efférente est véhiculée par le nerf honteux, c'est lui qui est impliqué dans le réflexe recto-anal excitateur. Le réflexe recto-rectal et le réflexe recto-anal inhibiteur sont des réflexes intramuraux qui sont sous la dépendance du système nerveux intrinsèque. Au cours de la maladie de Hirschsprung, que l'on appelle le mégacolon aganglionnaire, où vous n'avez pas de plexus nerveux intrinsèque, eh bien vous n'avez pas de réflexe recto-anal inhibiteur. Voici une illustration des différents réflexes recto-sphinctériens avec le réflexe recto-rectal, contraction propulsive, relaxation du sphincter interne, contraction du sphincter externe dans un premier temps. Et bien entendu, lorsque l'effort de poussée abdominale va perdurer, eh bien, il y aura une relaxation du sphincter externe. Si vous regardez maintenant la sensibilité rectale et la défécation. Lorsque vous faites une distension de la paroi rectale, eh bien, vous avez une sensation qui est perçue comme un besoin. Le seuil de détection est bas, de l'ordre de 20 ml, et la sensation est adaptée à la tension pariétale. La sensation rectale entraîne classiquement une sensation de défécation, mais il faut savoir que le cortex peut bloquer ce mécanisme de défécation et entraîner une évacuation différée. Vous avez des phénomènes mécaniques qui sont les suivants. Dans un premier temps, vous avez une descente du plancher pelvien et un relâchement de la sangle puborectale qui entraîne une ouverture de l'angle recto-anal que je vous ai montré sur la première diapositive. Vous avez également une contraction du côlon terminal qui entraîne une expulsion de la colonne fécale. En même temps, vous avez une poussée abdominale à glotte fermée avec un résultat différent de ce que l'on peut voir au cours de la miction. Et à la fin de la défécation, vous allez avoir un arrêt brutal de ces phénomènes mécaniques et vous avez un effet guillotine de la sangle des releveurs qui donne l'aspect effilé à la partie postérieure des selles. Voici schématisé l'ouverture de l'angle recto-anal. En pathologie, toute anomalie de cette ouverture va entraîner ce qu'on appelle une constipation terminale, c'est-à-dire des gens qui ont du mal à expulser leurs selles. Et vous avez sur le petit schéma du dessous le système à 3 boucles du sphincter externe. Le contrôle nerveux, le cortex reçoit l'information et il va amorcer ou différer la défécation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Chez l'homme spinal, c'est-à-dire l'homme qui a une section de moelle par exemple, eh bien c'est un réflexe médulaire indépendant de la volonté et c'est la stimulation cutanée périnéale qui va entraîner une défécation réflexe.